Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Ibrahima Sané, ancien journaliste, ancien député, militant du RSD-TDS de Robert Sagna, il est l'invité de Mahmoud Ibra Kane. Beaucoup de questions. La Casamance après la tuerie de Bofa, le processus de paix, le MFDC, l'Assemblée nationale, le processus électoral, le président Macky Sall est-il son candidat, le code de la presse, la déclaration de Donald Trump sur les pays africains et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Ibrahima Sané, ancien journaliste, ancien député face à Mahmoud Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Ibrahima Sané, bonjour. Bonjour, Mahmoud Ibra Kane. Très ravi de retrouver cette belle voix, une des plus grandes voix qui nous ont bercés. Ça, c'est vous qui le dites, et alors j'entends... Et c'est vrai et c'est sincère. Merci beaucoup, merci. Ibrahima Sané, journaliste à la RTS, à la BBC. Dans la bande-annonce, on vous a présenté comme étant un ancien journaliste. Mais est-ce qu'on peut dire journaliste un jour, journaliste pour toujours? Exactement, les Anglais disent once a journalist, always a journalist. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est journaliste, on l'est pour toujours. Alors, non, je suis journaliste, pas ancien journaliste. Vous avez aussi une casquette politique aujourd'hui. Vous Tout à fait. militez au RSD-TDS dirigé par Monsieur Robert Sagna. Nous en parlerons. Vous êtes ancien député. Vous avez siégé à l'Assemblée nationale lors de la législature précédente. Les internautes ont été nombreux à participer à l'émission aussi à travers ma page Facebook et quelques questions vous ont été posées. Nous les relayerons, pas toutes mais quelques-unes en tout cas. Ils vont continuer, nos auditeurs, à réagir via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. La première question, naturellement, c'est sur la Casamance, la verte Casamance, avec cette actualité malheureuse, une tuerie. Au départ, 13 tués, des coupeurs de bois, d'autres disent des ramasseurs de bois. Le bilan est passé entre-temps à 15. Votre appréciation de ce qui s'est passé récemment dans le Niaguis? C'est une situation tragique et je voudrais juste corriger un tout petit élément. C'est dans le Niassia. Niassia. Plutôt que le Niaguis. Autant pour moi. Et c'est une situation tragique. Il n'y a pas d'autre description pour cela. Et évidemment, chaque fois qu'une personne mourra en Casamance, c'est une personne de trop. Et c'est inacceptable. Et je voudrais me réjouir de ce que le président de la République a pris toute la mesure de l'événement. Il a fait suspendre les permis de coupe de bois pour évaluation. Il a demandé que les bandes armées soient détruites et il a demandé que toute la lumière soit faite sur cet événement. Je pense que tous ces aspects qu'il a soulevés montre que c'est un événement de dimension multiple. C'est inacceptable ce qui s'est passé. Il reste que l'enquête nous dira ce qui s'est passé et pourquoi réellement il y a beaucoup de supputations. On vous dira c'est un comité villageois qui s'est attaqué est-ce que c'est cela le cas, est-ce que ça n'est pas le cas? Personnellement, j'ai reçu tellement d'informations, mais il faut faire distinguer entre les rumeurs et les informations. Évidemment, comme je dis, qu'il y ait une personne morte à cause de groupes armés ou morte à cause des militaires, c'est inacceptable pour moi. Et je dis que il faut que la Casamance retrouve la paix. C'était une région très prometteuse. Et savez-vous que le département de Bignona était, après Dakar, le département le plus scolarisé? Savez-vous que Ziguinchor, nous scolarisons des gens venant de Guinée-Bissau, ainsi de suite? Bref, il y avait de vraies avancées, il y avait de très grands projets qui maintenant sont en souffrance à cause de la situation. Nous sommes tous meurtris par cette situation. Et chacun espérait que l'accalmie qui s'était installée conduirait à une paix totale. La paix, on va la questionner tout à l'heure, mais
Des réactions tout de suite, Souleyba. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un sabotage hors MFDC après près de 5 ans d'accalmie? Jules Sonko, est-ce que le MFDC revendique la tuerie de Boffa? On sait qu'il y a eu un communiqué publié par le MFDC qui a dit qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Mais voilà, réponse de Ibrahima Sané. C'est difficile à dire. Personnellement, je suis, comme vous l'avez rappelé, journaliste. Mais on communiquait qu'on a eu du mal à authentifier. Mais voilà. Le MFDC, on a entendu quelqu'un qui s'est présenté comme étant son chargé de mission, et je crois que personne n'a démenti que c'était le chargé de mission, qui a dit que ce n'était pas le MFDC. Oui, il a été arrêté. Il a été arrêté. Oui, là, donc, hier. Voilà, il a été arrêté. Dans le cadre de l'enquête, une vingtaine d'arrestations de personnes suspectes. Alors, est-ce que ce n'est pas le MFDC? Je ne saurais le dire. Est-ce que c'est le MFDC? Je ne me précipiterai pas pour dire que c'est le MFDC. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les conséquences de cette tuerie font que il y a un ratissage de l'armée qui évidemment a des conséquences. C'est clair. Donc, c'est vraiment une situation tragique. Et comme je dis, il faut simplement suivre les décisions de Monsieur le Président de la République qui dit qu'il est temps que les bandes armées arrêtent, qu'il est temps que, quelles qu'elles soient les bandes armées, je ne parle pas simplement du MFDC, quelles qu'elles soient, il est inacceptable qu'il y ait d'autres groupes armés autres que l'armée, que la gendarmerie sur le territoire du Sénégal. Parce que l'État dispose de ce qu'on appelle la violence légitime. Voilà. L'État, à la limite légale, parce que ce sont des procédures. Vous savez, la maréchaussée, la gendarmerie, d'abord, avant que les militaires ne s'engagent, normalement, doit injecter des éléments là-bas pour que l'armée puisse aller opérer sur le terrain dans des... Sinon, c'est comme si c'était une situation de guerre. Tant que c'est pas, les procédures sont compliquées dans ce cas-là. C'est pourquoi je pense qu'il faut y aller avec la prudence et puis savoir raison garder. N'exclure aucune piste dans le cadre de l'enquête qui est en train de se dérouler. Comme vous dites, Sambaba, comme vous dites, Souleyba pense que cela aurait pu être un sabotage pour mettre en mal le MFDC avec l'État. Qui sait? On ne sait pas. Ce qui s'est passé réellement et c'est qui. Je fais confiance aux autorités pour qu'on sache ce qui s'est passé, mais toujours est-il que, je répète, c'est inacceptable. Une personne de tuer pour des raisons de bois, personne ne peut l'accepter. Même ça, je répète, toute personne décédée qui perd la vie, pour quelle que soit la raison, pour moi c'est inacceptable. Alors, il y a une enquête en cours, on l'a rappelé tout à l'heure, arrestation d'une vingtaine de suspects. Ces personnes ont été donc placées sous mandat de dépôt par le procureur de Ziguinchor. Un membre du MFDC, en tout cas qui se réclamait comme tel, a été arrêté. Mais il y a aussi un journaliste, quelqu'un qui est présenté comme étant un journaliste. Surprenant, effectivement, qu'un journaliste soit arrêté. Dans ce cas, était-il actif sur le terrain? Je n'en avais pas conscience. Était-il... pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Le plus surprenant, c'est que nous ne savons pas ce qu'on reproche. Il faut que le procureur communique peut-être aussi on ne sait pas. À cette étape des choses. Ce serait bien, non? Exactement. Oui. On ne sait pas ce qu'on reproche. C'est surprenant qu'un journaliste soit arrêté dans ces conditions. Et que, vous savez, il y avait... sur RFI, un journaliste aussi qui avait été arrêté au Cameroun. Finalement, il a été libéré. Oui, Ahmed Abba, qui était le correspondant à Oussa. Est-ce les mêmes circonstances? On ne sait pas. Et je pense que quiconque s'aventure à s'exprimer de façon précise sur cette question, ça n'engage que lui-même. Alors, moi... si vous voulez, je peux très bien m'exprimer quand la vérité sera connue sur qui a perpétré ces meurtres. Et encore une fois, ces meurtres sont inacceptables. Mais une polémique entre le grand sérine de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, et le président du collectif des cadres Casamance, Pierre Goudiaby Atepa. Le premier accuse le second d'être le plénipotentiaire des rebelles. Naturellement, Pierre Goudiaby Atepa a réagi en annonçant une plainte. Quelle réflexion vous inspire cette polémique entre ces deux personnalités? Je pense qu'il y a une petite correction à faire. Je pense que Abdoulaye Makhtar Diop a dit
que Pierre Goudiaby Atepa, Atta Bodian et Moussa Cissé, qui est le secrétaire général du collectif des cadres casamançais que préside Pierre Goudiaby Atepa, il a dit que ceux-là s'exprimaient comme s'ils étaient les plénipotentiaires du MFDC. Il a maintenu ses propos. Bon, il dit qu'il maintient ses propos. Il ne les a pas accusés, à ma connaissance, d'être des plénipotentiaires. Il a dit qu'ils s'exprimaient comme s'ils étaient des plénipotentiaires du MFDC. Alors, il y a une différence, hein, il y a une différence de taille. Et moi, je dis... Oui, mais c'est quand même une allusion assez claire, assez nette. Je connais Ablaye Matar Diop, je le considère comme un ami. Il a un courage politique, mais clair, connu de tous, et je pense quand même, tout de même, que sur ce cas-là, il se trompe. Il se trouve que ce sont des personnes que je connais. Qui se trompe? Ablaye Matar Diop. Ah oui? Il se trompe. Ce sont des personnes que je connais très bien, pour les avoir fréquentées pendant des années. Vous savez, sauf que là, il prend les choses au sérieux. Il dit qu'il n'a même pas besoin de son immunité parlementaire. Il est prêt à aller devant la justice avec M. Atepa. J'espère qu'ils n'iront pas jusque-là et qu'ils se parleront. Ce sont des personnes qui se connaissent et qui devraient simplement se parler pour dissiper ce malentendu. Et qui sont tous les deux des boys Dakar. Ils sont tous les deux des boys Dakar. Oui. Vous savez, Pierre Goudiaby Atepa souffre peut-être d'une chose. Oui. Si vous allez hors du Sénégal, vous êtes impressionné. C'est une grande personnalité. Si vous rencontrez Pierre Goudiaby Atepa avec d'autres personnes, il préside la Bourse, il préside un certain nombre d'organisations internationales. Mais au Sénégal, bon, nul n'est prophète chez lui. C'est peut-être cela son problème à lui. Alors peut-être qu'il souffre de ce manque de reconnaissance. Il souffre d'un problème d'image et que peut-être il devrait plus travailler sur cette image-là que sur des procès qu'il mènerait qui aboutiraient à quoi. Oui, mais sauf que M. Sané, c'est quand même sur un sujet sérieux, la Casamance. Il faut qu'on respecte les Sénégalais. Quand on tient certains propos, il faut les assumer. Il faut qu'on clarifie les choses, non? Sinon, tout le monde peut se permettre de jouer avec la Casamance. Non, je pense qu'il faut mettre le doigt sur les propos que Pierre Goudiaby Atepa a tenus, n'est-ce pas? Et je n'ai vu aucun manque de respect vis-à-vis des Sénégalais dans les propos que Pierre Goudiaby a tenus. Oui, il a même dit que le collectif des cadres casamançais avait une idée de ceux qui... De ceux qui... Il n'a pas dit qu'il connaissait les tueurs, il n'a pas dit. Oui. Il a dit simplement que ceux qui étaient même dans la banlieue de Dakar et qui envoient des gens dans le... Voilà, c'est ce qu'il a dit. Je pense que il faut réécouter ce que Pierre Goudiaby Atepa a dit. Je pense que c'est important. Je rappelle que vous suivez l'émission Le Grand Jury de la RFM qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Sané, journaliste, homme politique. Vous avez parlé du chef de l'État. C'est vrai qu'il y a eu une unanimité presque autour du président de la République, même dans le champ politique. Tout le monde a condamné l'acte au sein de la société civile, mais certaines voix lui reprochent de ne pas s'être rendu en Casamance. Est-ce qu'il aurait dû? Et si ce n'est pas trop tard, est-ce qu'il devrait le faire là? Oui et non. Moi, je pense qu'il fait confiance à l'armée. S'il allait en Casamance, qu'il y a un incident qui le concerne, on aurait dit qu'est-ce qu'il est. Non. Quand est-ce que le président de la République doit se rendre en Casamance? Il peut pas. Il a été combien de fois? 3 fois en Casamance, le président de la République? En si peu de temps? En 4 ans, il a été 3 fois en Casamance. Alors, qui parmi les chefs d'État a fait plus? Alors, je pense que il faut quand même se dire que il a pris des mesures extraordinaires pour la Casamance, pour favoriser le tourisme. Par exemple, détaxer certaines pour le tourisme, il y a des taxes qu'il a fait enlever. Il y a des projets de ponts. Je pense qu'on ne peut pas l'accuser de ne pas s'intéresser à la Casamance. Il a, dès le départ, été ferme et clair. Oui, sauf que vous, répondant à ma question au tout début, vous avez dit oui et non à la fois. Bon, il aurait pu y aller.
Il n'y a rien qui l'interdise. C'est toujours possible de le faire. Ce n'est pas trop tard. Oui et non. Je dis, qu'est-ce que... Votre réponse n'est pas précise. Non, mais je veux dire que rien ne l'interdit. Mais certains diront que c'est absolument nécessaire. Mais pourquoi ne le ferait-il pas s'il y a un incident à Matam, s'il y a un incident à Tambacounda, donc il faudrait que chaque fois, c'est assez compliqué. Oui, on le voit quand même, c'est dans les coutumes un peu des États que quand quelque chose qui émeut l'opinion, que le chef de l'État lui-même... Peut-être qu'il aurait pu y aller. Se rendre sur les lieux. Peut-être qu'il n'exclut pas d'y aller lui-même, on ne le sait pas. Mais je pense qu'il a assez réagi... assez tôt, je veux dire. Il a réagi très tôt et avec la vigueur que l'on sait et sans équivoque, et il est resté dans la même ligne jusque-là. Et parmi les décisions prises par le chef de l'État, la suspension de la coupe de bois. Commentaire? C'est une grande mesure. En Casamance, la région naturelle de la Casamance. Il faut protéger la forêt sénégalaise en Casamance. J'ai sillonné les villages casamançais. J'ai sillonné la forêt casamançaise, comme je dis. Et au bord de la route, vous avez le sentiment d'une forêt luxuriante. Mais entrer dans la forêt, c'est creux, c'est vide, c'est tragique. Je vais plus loin. Je dis, le Premier ministre était venu un jour à l'Assemblée nationale, c'était une séance de questions au gouvernement, et je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, il est temps qu'on s'intéresse à un autre pétrole qui ne suscite pas les passions. Je le disais parce qu'on était en plein milieu de la polémique sur le pétrole au Sénégal, avec Franck Timis et d'autres. Alors, je lui ai dit, ce sont nos ressources forestières. Et je l'ai interpellé en lui disant que moi-même, j'ai roulé par 2 fois derrière 2 camions pleins de troncs d'arbres dans la forêt casamançaise. Et je dis, c'est inacceptable. On est en train, et c'est le ministre de l'Environnement, à l'époque Abdoulaye Bibi Baldé, qui avait répondu à mon interpellation. Je vais plus loin. Dans le cas du zircon, à Diouloulou, on nous a dit, il y a un problème d'environnement qui se pose. Eh bien, j'ai été, dès le départ, il y a 4 ans, m'asseoir avec les populations, m'enquérir de ce qui, en tant que député, de ce qui se passait. J'ai écouté les promoteurs du projet d'exploitation de zircon et j'ai fait un rapport complet à Monsieur le Président de la République. Donc, vous voyez, les questions d'environnement sont des questions qui me touchent de près. Oui. Et il faut espérer qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et je pense que nous y allons. Et la suspension, j'espère qu'une évaluation exhaustive sera faite. Parce qu'on accuse ces personnes, vous avez écouté le collectif des cadres casamançais, d'être derrière, certaines personnes d'être derrière. Oui. Alors, bon, je dis, il faut évaluer complètement et aller jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et le ministre de l'Environnement a fait quand même une précision intéressante en disant que ces personnes qui ont été tuées ne sont pas des coupeurs de bois, mais des ramasseurs de bois. Est-ce qu'il ne faudrait pas profiter vraiment de ce malheur, peut-être qui serait une occasion, une opportunité de vraiment de clarifier les choses et de mener une enquête sérieuse pour voir quels sont les enjeux autour de la coupe de bois en Casamance. Bon, le ministre de l'Environnement est certainement mieux informé que moi. Mes informations sont que ce sont des coupeurs de bois. Bon, lui, il a dit ramasseur de bois. Bon, on va lui faire confiance. Ce qui supposerait que, voilà, qu'il y aurait des gens qui seraient quelque part, voilà, et qui appuient sur les manettes et qui envoient juste des ramasseurs. J'ai téléphoné. Une économie quand même importante, non, la coupe de bois. Oui, mais le bois des enjeux financiers, au Sénégal. Le fameux TEC. C'est clair. Ouais. Le bois viendrait essentiellement du Sénégal oriental et de la Casamance. Ouais. Actuellement, il viendrait d'où autrement? Bon, il y a un peu de bois dans la région de Fatick. Bon, mais les sûrement forêts... plus du Fouta en tout cas. Mais on a tout des fois. Hélas, oui, mais spectacle désolant. À l'époque, vous y allez. Ah, oui. J'ai sillonné le Fouta aussi, figurez-vous, de Pété à Gelongal.
j'ai traversé la forêt, j'ai traversé le Douai jusqu'à l'Irak. Je connais toute la région. Très peu, hein. Je connais beaucoup Gaïkada, Krawaindou et tous ces villages et toutes ces localités, je les connais. J'ai sillonné tous ces endroits-là. Alors je peux vous le dire, il reste une forêt. Et je suis surpris, il reste une forêt dans le Fouta. Vous serez surpris si vous entrez à l'intérieur du Fouta. Et je suis heureux, je suis content que les populations prennent conscience. Il y a des coupe-feux. Vous voyez, ils ont fait de grandes artères qui empêchent les feux de se répandre et c'est impressionnant. Et j'ai été impressionné par le souci de conservation de la nature dans la zone. Un souci qui doit amener le gouvernement à être plus vigilant et peut-être même à étendre cette mesure à d'autres régions. Peut-être que l'évaluation mènera, qu'a demandé le président de la République, mènera à des mesures. Je suis convaincu que cela mènera à des mesures radicales. Un nouveau code forestier, justement, est en perspective. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mame Thierno Dieng, au cours d'une conférence de presse, a parlé du retard pris par son prédécesseur, Abdoulaye Bibi Baldé, dans la révision de ce code forestier, en donnant l'exemple de 40 objections de la Cour suprême, mais aussi d'autres émanant du gouvernement qui n'ont pas été prises en compte, prises en charge. Mais je pense qu'il est temps de le faire. Je pense que ces obstacles ne me paraissent pas insurmontables et il est incompréhensible qu'il y ait autant de retard à cause simplement d'obstacles de procédure ou d'aspects légaux. Je pense qu'il faut les prendre en charge le plus vite possible parce qu'il va être trop tard. À moins que, comme Donald Trump, on ne croit pas au changement climatique. Question d'auditeurs, nous revenons à eux. Lamine Moubarak Kamara, une intervention militaire ne mettrait-elle pas en péril le processus de paix en Casamance? Il y a également que Abdoulaye Seydi qui dit un intellectuel sénégalais et pas des moindres. Il parle du journaliste Cheikh Yérim Seck qui a eu à écrire sur son blog et à dire qu'il fallait opter pour une solution militaire. Donc Abdoulaye Seydi dit qu'un intellectuel de sa trempe ait tenu récemment un discours martial en préconisant une option militaire pour résoudre le conflit en Casamance. Est-ce que c'est une solution idéale? Une telle démarche ne risquerait-elle pas d'envenimer la situation dans cette région? Votre réponse? La solution militaire totale n'a jamais été une solution. C'est mon point de vue. Je pense que le dialogue a prouvé qu'il était possible de parvenir à la paix. Des personnalités comme Robert Sagna, les ONG nationales comme internationales, comme San Edigio, sont intervenus dans le processus de la paix. Et nous voyons qu'il y a des résultats. Tout le monde est d'accord qu'il y a une accalmie. Tout le monde est d'accord. Cela a pris du temps. Les Sénégalais ont pu être frustrés par la lenteur. Mais on sait comment commencer un conflit. On ne sait jamais comment le terminer. Ceux qui le commencent n'ont jamais pensé que ce serait difficile de l'arrêter peut-être. Mais en même temps, ce que vous dites là, on l'a déjà expérimenté. Des messieurs Casamance, des facilitateurs. Il n'y a plus de monsieur Casamance. Oui, je dis on l'a expérimenté. On l'a expérimenté et je pense que l'idée de monsieur Casamance était une mauvaise idée. La seule chose qu'on n'a pas expérimentée, c'est Madame Casamance. Ça rime bien avec la féminité de la Casamance. Pourquoi pas? Pourquoi pas, vous le diriez. Oui. Non, très sérieusement, oui, bien entendu. Mais l'idée de monsieur Casamance est une mauvaise idée. Et je pense qu'il faut que les bonnes volontés et les Casamancés eux-mêmes se mettent à la tâche et essayent de mener le processus qui peut conduire à la paix. C'est clair, mais pas seulement les Casamancés. La Casamance fait partie du Sénégal. Il faut donc que les Sénégalais, le reste du Sénégal, s'intéressent à ce qui se passe en Casamance. Et vous avez le sentiment que cela ne se fait pas assez? Je pense qu'il ne s'y intéresse pas assez, ne s'implique pas assez. Il faut Pour schématiser, il y a une sorte de coupure entre le nord et le sud. J'estime que si les Sénégalais, le reste du Sénégal, s'impliquaient suffisamment dans ce qui se passe en Casamance, peut-être qu'on aurait pu avoir un résultat plus rapide. Mais en même temps, est-ce que vous ne souffrez pas de cette suspicion qu'ont certains Sénégalais? C'est très compliqué. Sur vous.
Il suffit que vous vous présentiez comme un natif de la Casamance, peut-être pour que certains, en tout cas, pensent que vous êtes un rebelle en puissance. Vous avez parfaitement raison. Vous en souffrez? C'est désagréable, très désagréable. Quel que soit ce que vous dites, c'est perçu, et vous voyez bien la prudence avec laquelle je m'exprime, c'est clair, c'est perçu comme étant un rebelle qui parle, ou vous voyez, c'est un peu, et c'est là que vous comprenez le mieux ce que les femmes ont souffert dans la société en général, parce que effectivement, c'est un peu la même situation. C'est très désagréable, mais il faut courageusement dire ce qu'on pense. Et puis maintenant, les autres condamneront, diront ce qu'ils penseront aussi, mais c'est désagréable. Et peut-être que si plus de Sénégalais hors de Casamance s'impliquaient, c'est aussi leur pays, c'est leur territoire. Ça n'est pas la propriété exclusive des natifs de la Casamance. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Il faut qu'ils s'impliquent, il faut une approche inclusive de tout le monde. Courageusement, vous dites que l'option militaire n'est pas une bonne chose. Je suis catégorique là-dessus. Je n'ai jamais cru à l'option militaire totale. Ce sont des êtres humains, quelles que soient les erreurs que les autres peuvent commettre, ce sont nos compatriotes. Et nous devrions leur parler. Je crois que les guerres internes dans un pays ont des séquelles qui durent des années et des années après. On peut éviter ces séquelles-là en menant un processus plus calme qui prendrait peut-être plus de temps, mais oui. La Casamance, on n'en a pas fini, hein. On n'y peut rien, tout à fait. Parce que c'est un sujet qui préoccupe. On va encore prendre deux questions sur le sujet. Mbissane Faye qui dit: est-ce que l'État du Sénégal a vraiment la ferme volonté de mettre fin au conflit casamancé, vu que la Casamance n'est pas un vaste territoire comme Kidal au Mali? N'y a-t-il pas là une occasion pour les acteurs de détourner des fonds publics destinés à régler le conflit? Boubaba qui dit: pourquoi l'État ne lance pas des mandats d'arrêt internationaux contre ceux qui se réclament leaders du MFDC? À mon avis, on doit poursuivre les leaders du MFDC. Bon, il donne son avis finalement. Oui, je pense qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre Salif Sadio, à ma connaissance. Oui, qui a été levé. Voilà, qui a été levé. Par le président Macky Sall. Qu'est-ce que cela a donné? Et le président Macky Sall, en le levant, savait très bien ce qu'il faisait. Qu'est-ce que cela a donné? Je pense que quand on dit qu'il est temps de régler, peut-être qu'on pense à une extermination, c'est bien le mot finalement, de ceux qui sont dans le maquis. Oui. Ça n'est pas. C'est parce qu'il y a des voix qui s'élèvent en disant: il faut utiliser les armes contre les rebelles. Mais bien, il pense à une extermination. Et je me demande si c'est ça la solution. Je dis, pour moi, ça n'est pas la solution. Mais il faut qu'en face, qu'on sente du côté du MFDC une volonté réelle aussi de négocier, d'aller vers une paix définitive. Est-ce qu'on le sent? Est-ce que vous le sentez? Oui. Et puis avec quel MFDC négocier? Mais avec toutes ces factions, puisque le MFDC est divisé, il faut parler à toutes les factions, et je pense que c'est ce que les bonnes volontés que j'ai citées tout à l'heure ont fait et continuent de faire. Et je pense que les braquages, les incidents, à part cette histoire liée à la forêt qui vient, depuis quand avez-vous entendu parler de braquage? Aujourd'hui, nous circulons sans difficulté en Casamance, alors qu'il y a 5 ans, c'était impensable. Je vous ai dit que j'ai sillonné la Casamance, je suis entré dans les forêts, je suis entré partout, j'ai pratiquement fait tous les villages du département de Bignona. Je ne me suis pas senti en danger. Et encore une fois, je le répète, et je n'ai pas demandé la protection ni de la police, ni du MFDC. J'ai circulé en tant que citoyen. Et il est toujours possible de le faire aujourd'hui, même si on a vu quand même un communiqué du Quai d'Orsay français prévenir ses compatriotes en leur disant, voilà, arrêtez de vous rendre en Casamance. Alors qu'il n'y a pas longtemps, justement, le Sénégal, la Casamance était sortie de cette fameuse liste rouge ou liste noire. Le Quai d'Orsay fait son travail de protecteur des citoyens français. Mais je répète encore une fois, je ne dis pas, peut-être que c'est pas tout le monde qui peut circuler, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que je bénéficie de la bienveillance et des militaires et des... Vous savez, qu'est-ce qui arrive? Et des rebelles. Et des rebelles. Appelez les rebelles, je les appelle les maquisards. Pourquoi pour vous, ce serait impropre de parler de rebelles? Je pense que il faut un langage politiquement correct si l'on veut négocier. Il ne faut pas heurter.
si l'on veut négocier. Maintenant, si on dit c'est des rebelles, effectivement, il ne reste plus que les armes et puis il ne reste plus qu'à les écraser. C'est ce qui reste. Et comme je vous ai dit que personnellement, je pense qu'il faut une solution négociée, je les appelle les maquisards. Voilà. Est-ce qu'il ne devrait pas aller maquisard, rebelle ou séparatiste, mais on reprend votre mot, est-ce qu'il ne devrait pas aller vers aussi une renonciation à une revendication qui ne passe pas l'indépendance de la Casamance? À mon avis, ils y ont renoncé. C'est ce que je pense. Je pense qu'ils ont renoncé et ils sont plus réalistes aujourd'hui et comprennent que la Casamance ne sera jamais séparée du Sénégal. Salif Sadio y a renoncé. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement, je peux vous le dire. Je devais le rencontrer, j'y ai renoncé parce que mon aîné qui est Robert Sagnan était en train de s'occuper du processus de la paix. Et donc, j'ai pensé que cela ferait confusion que je me mette moi aussi à rencontrer un peu Par contre, dans mes déplacements, il est arrivé que des indépendantistes viennent et, vous savez, on peut les reconnaître si on sait observer, de par leur accoutrement, de par leur façon de faire et de leur attitude générale. Il est arrivé qu'ils viennent quand je tiens des réunions. Ils prennent pas la parole, mais ils vous écoutent. Voilà. Et ils vous disent que l'indépendance... Ils prennent pas la parole, ils vous écoutent. Oui, c'est difficile de dire qu'ils y ont renoncé finalement. Non, moi j'écoute quand même ceux qui vont et qui les rencontrent. Je connais des gens qui les rencontrent et je les écoute et je pense qu'ils y ont renoncé. Et il faut souhaiter qu'ils y renoncent parce que la Casamance ne sera jamais séparée du Sénégal. Parce que aujourd'hui le monde on parle de mondialisation, d'un processus d'intégration. On a parlé à un moment donné de Sénégambie. Alors comment voulez-vous, moi j'ai été député de l'UEMOA, on parle d'intégration. 8 pays, un destin commun. Alors comment voulez-vous que l'on accepte au Sénégal ça n'est pas acceptable, bien sûr. Alors ma curiosité journalistique devant un journaliste me pousse quand même, puisque vous en avez fait allusion, vous avez dit qu'un moment vous aviez l'intention de rencontrer Salif Sadio, vous y avez renoncé parce que M. Robert Sagnan, président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, s'occupait du dossier. Est-ce que M. Robert Sagnan a rencontré Salif Sadio? Vous êtes du même parti, vous discutez, il l'a rencontré? Oui, je peux répondre parce que j'ai quand même plusieurs fois échangé avec lui sur ce qu'il fait et faisait. Et oui, je sais qu'il l'a rencontré. Mais ça, il a rencontré, l'État le savait, pour faciliter la paix. Parce que le groupe de réflexion est plus un groupe de facilitation qu'un groupe de réflexion. Je pense que, à mon avis, le groupe est mal nommé. Il aurait fallu l'appeler le groupe de facilitation, parce que c'est réellement ce qu'il faisait. Oui, il l'a rencontré comme il a rencontré d'autres. Et ils se sont dit quoi? Comme je n'y étais pas, je peux pas vous dire avec précision ce qu'ils se sont dit, mais je sais, par contre, que quand des gendarmes ont été faits prisonniers à Fignam, je sais que Robert Sagnan a rencontré Salif Sadio et d'autres personnes, pas seulement Salif Sadio. Robert Sagnan, un monsieur Casamance, il faut en faire un monsieur Casamance? Non, c'est un citoyen sénégalais, natif de la Casamance, qui s'est occupé, sans l'autorisation de qui que ce soit, de la paix, d'aider, de contribuer, étant donné la place qu'il a jouée dans l'évolution politique de la Casamance. Il a pensé c'était son devoir de s'en occuper. Il a bénéficié, je l'ai dit lors d'un meeting quelque part, il a bénéficié bien sûr de la complicité du président Macky Sall. Du soutien même, je dirais, du président Macky Sall pour le faire. Mais sa personnalité suscite confiance et méfiance à la fois. Oh, il y a des réactions mixtes. Il y en a qui sont convaincus il y en a qui pensent que, bon, il a fait son temps et que d'autres personnes devraient s'en... J'entends un peu de tout. C'est clair. Mais, mesure qu'on donne à sa contribution, peut-être que il est temps que d'autres personnes aussi contribuent également. Très bien. Ibrahima Sané, notre invité, nous passons maintenant à d'autres sujets. Vous êtes l'invité du grand jury de la RFM. Parlons d'abord de l'Assemblée nationale. Vous y avez siégé au cours de la législature passée. La 12e, aujourd'hui c'est la 13e qui est installée. Bilan de la 12e législature et regard sur l'actuelle.
Et alors, je ne sais pas si c'est un bilan global de la 12e législature ou un bilan personnel que je fais. Oui, ce que vous en faites, vous. Voilà. Moi, j'ai le métier ou la fonction de député est passionnante. C'est un lieu passionnant et les députés ont beaucoup de pouvoir, contrairement à ce que le public en général pense. Les députés ont énormément de pouvoir. Comme le contrôle de l'action gouvernementale et des politiques publiques. En tout cas, dans la Constitution. Mais dans les faits. L'autorisation qu'ils doivent donner à l'exécutif. Ratifier, d'appliquer une loi. Sans l'Assemblée, l'exécutif ne peut absolument rien faire. Mais le paradoxe, c'est que les députés sont irresponsables, pas irresponsables socialement, ce que je veux dire irresponsables juridiquement. C'est-à-dire que ils peuvent aller aux sessions, aux séances, comme ils peuvent ne pas y aller. La règle, c'est qu'ils doivent y aller, mais vous savez, il y a tellement d'absents, mais aussi, ils ne sont pas poursuivis pour les propos qui ne sont pas exacts, qui sont faux. Il est difficile de poursuivre, il faut que l'Assemblée l'autorise. Sauf en cas de flagrant délit. Et quand une politique que eux préconisent ne fonctionne pas, c'est pas eux les responsables, c'est l'exécutif. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis, ils ne sont pas responsables en réalité, mais là au sens juridique. Responsabilité juridique. C'est cela que je veux dire. Bon, le mécanisme qui existe à l'Assemblée, c'est la règle de la majorité et de la minorité. La majorité est le prolongement d'un régime, il faut le dire. Ça n'est pas c'est pas un secret. Les députés de la majorité sont le prolongement du régime. Et ils soutiennent un régime qu'il ne faut pas laisser tomber. Et cela se passe partout dans le monde. Il est rare que dans le reste du monde, il y ait un député qui se marginalise. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas au préjudice du contrôle de l'action gouvernementale et des politiques publiques? Il n'y aurait pas de gouvernement si les députés de la majorité ne le soutenaient pas. Mais ils peuvent le contrôler tout en le soutenant. Ils peuvent le contrôler et ça arrive, mais vous n'aurez aucun gouvernement ne survivra 3 mois si les députés de la majorité ne le soutiennent pas. Comme par exemple une enquête parlementaire sur un sujet qui a fait débat récemment. L'ancien Premier ministre Mimi Touré a parlé de 254 milliards qui auraient été recouvrés dans le cadre de la reddition des comptes que d'aucuns appellent traque des biens mal acquis. Le gouvernement a fait un communiqué pour parler de 150 milliards. Le président de l'Assemblée nationale lui-même qui dit qu'il n'a pas été au courant d'une quelconque loi de finances rectificative dans ce sens. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'enquêter ici, là? Il y a à la décharge du président de l'Assemblée nationale, j'ai personnellement dit à mes proches autour de chez moi, jusqu'à mon épouse, j'ai dit, moi je n'ai pas été au courant d'une loi de finances rectificative, LFR, la loi de finances initiale, LFI, comme on l'appelle. Mais ici, d'une loi de finances rectificative, moi non plus. J'étais député là-bas, croyez-moi, je lisais mes documents. Et je n'ai pas été au courant d'une loi de finances rectificative. Mais le gouvernement s'est bien expliqué sur le processus par lequel les fonds collectés ont été réinjectés dans le budget. Mais d'où l'importance d'enquêter. Voilà. Parce que 254 milliards, ce n'est pas 150 milliards. Mais je pense que... Et l'opposition doute même, comme le PDS, puisqu'il est principalement concerné par la traque des biens mal acquis, doute de la véracité du chiffre de 150 milliards. Moi, je pense ma compréhension, c'est que le Premier ministre a évalué, Mimi Touré a évalué les biens qui ont été saisis et qui sont en contentieux. Et si on les évalue, je pense que peut-être que ça dépasserait le chiffre comme disent certains, peut-être que ça n'atteindrait pas le chiffre comme disent d'autres. Mais je pense que toute cette évaluation faite, peut-être qu'on serait au chiffre qu'a donné le Premier ministre Mimi Touré. Une enquête. Mais bien sûr. S'impose. Mais moi, je pense qu'il faut la transparence totale. Il n'y a rien à cacher ici. Il faut qu'il y ait une enquête parlementaire. Je suis 100% pour cette approche et je suis d'accord avec des députés de l'opposition qui ont dit qu'ils n'y comprennent pas grand-chose et qu'il faut clarifier. Il faut le clarifier pour le public sénégalais en général et c'est au tout bénéfice pour le régime. Si c'est clair aux yeux de tout le monde. Est-ce que cette libéralité dont on parle aussi à l'Assemblée, 10 millions de francs CFA qui sont octroyés aux députés,
Moi, ce serait une coutume. Est-ce que c'est une pratique qui existe? Je pense que c'est une pratique qui existait. Je ne suis pas catégorique là-dessus. Je pense que c'est une indemnité d'équipement au départ. Vous l'avez reçue, vous? Non. Non. Lors de la 12e législature? Non, mais nous étions censés la recevoir. La recevra-t-on, ne la recevront-on pas? Je ne sais pas. Oui. Je pense que il faut regarder tout autour dans les pays environnants ce qui se passe. Et je pense qu'il y a des pays de l'UEMOA où au départ, il y a une somme substantielle qui dépasse de très loin les 10 millions dont vous parlez, qui est remise aux députés à l'entrée, qui est appelée une indemnité d'équipement. Évidemment, dans ces pays, le député achète lui-même sa voiture et croyez-moi, la somme qui lui est remise dépasse de loin le prix d'une voiture et il choisit lui-même sa voiture. Et il s'équipe, il faut qu'il s'habille correctement, et c'est cela l'idée. Évidemment, si ça n'est pas expliqué au public, on pensera que c'est des prébendes, des sommes qu'on donne gratuitement et qu'on engraisse les députés à ne rien faire. Parce que dans l'opinion en général, on pense que les députés ils ne font rien. Bignona, c'est votre département. Beaucoup de réactions venant de ce côté, des réactions élogieuses d'ailleurs à l'endroit de votre personne, comme Batiak Sané, qui a dit que vous avez fait le tour presque de tous les villages, Narang Ouest, Vallée des Palmiers, Foni Diabang, Foni Kombo. Et puis il y a également Mamadou Lamine Djedjou qui dit également que vous avez sillonné le tout Bignona. Et que leur question, c'est que finalement, que vous avez quitté aujourd'hui l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y aura quelqu'un de votre trempe pour vous remplacer et s'occuper des problèmes de Bignona? Est-ce que vous tenez à ce que je réponde à cette question? Oui. Est-ce que je peux vraiment répondre à c'est une question qui vous est posée. Mais ça ne serait pas courtois vis-à-vis de ceux qui m'ont succédé. Vous le reconnaîtrez, de dire est-ce qu'il y aura quelqu'un capable de... Il y a personne d'indispensable dans le monde, cela est certain, mais ce que je crois, c'est que j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai essayé, j'avais une conscience de ma mission de député. C'est pourquoi je me suis assis partout. J'ai créé des postes de santé, j'ai subventionné des maternités, vraiment j'ai fait chercher des ambulances, j'ai fait ce que j'ai pu dans le département en tant que député, et cela c'est pour l'histoire aussi. Ça n'était pas forcément pour être reconduit ou pas reconduit, c'était ma mission et tout ce que j'avais en bien, je l'ai partagé avec les populations et souvent c'était de ma poche. Je n'ai bénéficié d'aucun financement de quelque fonds que ce soit de l'État. C'était toujours de ma poche. Mais en même temps, vous n'avez pas été reconduit. Vous n'avez pas été réinvesti. Oui, alors, ça, c'est le ministère. Vous militiez toujours au RSD, TDS de M. Robert Sagna? Je le réaffirme, je suis toujours militant et j'ai l'intention de rester militant du RSD, TDS. Je le dis clairement. Et de la mouvance présidentielle. Et de la mouvance présidentielle. Je le dis pour que nul n'en ignore. Par contre, je n'ai pas été reconduit comme vous le dites et c'est un mystère pour moi. Le chef de notre parti qui était allé à une réunion de Benno Bokk Yakaar est revenu pour dire en bureau politique qu'il avait demandé que les 3 députés qu'il avait soient reconduits. Il m'a reçu lui-même dans son bureau pour me dire qu'il allait reconduire ma candidature. Il m'a reçu à son domicile pour me dire que je serais reconduit à mon poste de candidat. Et puis qu'il est allé avec moi sur le terrain, justement dans la forêt dont je vous parle. On a été ensemble une fois. Et il a dit aux populations, je vous demande de vous inscrire massivement, j'ai les éléments vidéo, pour voter pour Ibrahima Sané. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis pour que je ne sois pas reconduit? Il aurait fait du wahwahet, Robert Sagna? Je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes journaliste comme moi, donc quand vous n'avez pas les faits, vous ne vous prononcez pas. Alors moi, je n'ai pas les faits. Vous faites le constat. Je constate, et mystère et boule de gomme, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'entre-temps, en l'espace de quelques temps, il y ait un revirement de position. Je ne sais. Est-ce que c'est lui-même qui a enlevé ma candidature? Encore faut-il que ce soit réellement lui qui l'a enlevé. Bon, là, tout le monde suppose que c'est lui parce que sans lui, personne n'aurait osé le faire. Mais est-ce que c'est lui qui l'a fait? Et ce sont des questions que je me pose de temps en temps. Il faut juste quand même avec les personnes, bien entendu.
Êtes-vous satisfait du management qu'il fait de votre formation politique? Non, mais ça, nous avons nos divergences internes, et j'ai toujours dit qu'on pouvait utiliser autrement, et je n'en dirai pas plus, le parti politique, le parti auquel j'appartiens, et que il était possible de le gérer autrement, mais il y avait un chef. Donc quand le chef décidait, il fallait se ranger. C'est pourquoi on m'entendait. Vous ne m'avez jamais entendu dans les médias, vous ne m'entendez pas dans les médias depuis, parce que il y a un chef de parti, et il fallait être discipliné et puis se ranger au mot d'ordre qu'il aura donné. Mais j'ai toujours, et les membres du bureau politique le savent, j'ai toujours mon point de vue sur ce qu'il aurait été utile de faire pour que notre parti soit performant. J'étais chargé de la communication. J'espère que je suis toujours chargé de la communication du parti, et que j'ai toujours dit que je ne peux communiquer sur rien s'il n'y a pas d'activité, et d'autres sur. C'est pas la peine de soulever une polémique inutile ici. Le président Macky Sall est-il votre candidat pour 2019? Oui, je n'ai pas de divergence majeure vis-à-vis avec le président Macky Sall. Je le trouve expressif. Quand il parle, il emploie des mots concrets, il est précis, on a le sentiment qu'il sait ce qu'il dit. Ça, c'est au plan de la communication. Je trouve qu'il est très courageux, et je l'ai rencontré un certain nombre de fois, et je trouve extraordinaire qu'il trouve le temps de rencontrer tout le monde. C'est incroyable. Moi, il m'a reçu 3 fois, figurez-vous, Macky Sall, dans son avion, dans son bureau, bon, bref. En vous demandant de venir dans son parti? Non. Il respecte votre choix d'être du RSD. Je pense qu'il est assez respectueux des gens, et que je crois qu'il a de l'estime pour moi. C'est mon sentiment. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Mais avant les législatives, nous nous sommes parlé longuement, et il m'a exprimé de la sympathie, et il m'a dit son point de vue, et ma foi, j'étais heureux d'aller faire campagne pour que la coalition qu'il dirige gagne. Et est-ce que vous pensez qu'il peut passer au premier tour comme il le souhaite? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il passera au premier tour. On dira, nous sommes prêts à écouter qu'il aura triché, nous savons qu'il sera accusé d'avoir falsifié ceci, d'avoir volé, nous le savons, c'est là. Je le dis parce que je ne perçois pas le projet de société de l'opposition. Il y a des récriminations. Tout ce que fait le gouvernement est nul, est dictatorial. Et ceci, c'est rare, et vous avez souligné quand même le cas de la Casamance où il y a l'unanimité, mais c'est rare qu'un opposant dise vraiment il faut féliciter le président de la République sur ceci ou cela. C'est très rare. Mais je pense qu'il faut dédramatiser tout ça, et puis nous ne sommes pas des ennemis, et que l'on s'entende sur l'essentiel. On va quand même parler de nous-mêmes, de la presse. Il y a un code de la presse qui a été voté par les députés. Il n'est pas encore véritablement exécuté parce qu'il y a encore des décrets d'application et d'autres textes qui doivent être pris. Mais Ibrahima Sané, de votre fenêtre, journaliste avec une très grande expérience, quelle image vous renvoie le journaliste sénégalais aujourd'hui? Pas toujours reluisante, je ne vous le cache pas, et certains de nos confrères qui nous écoutent vont être déçus, parce qu'il y a des faits qui ne sont pas toujours vérifiés, toujours recoupés. Il y a quand même des pratiques. Vous savez, pour moi, le journalisme, c'est la culture, l'ouverture, c'est l'éthique, c'est des pratiques professionnelles, et c'est le talent. Pour moi, c'est cela le journalisme. Mais il y a un corporatisme de mauvais aloi que je perçois, qui parfois ignore beaucoup de ces... Je suis consacré journaliste, ça suffit, mais c'est un travail parmi les plus difficiles au monde. Parce que vous êtes examiné par tout le monde dans ce que vous dites, tout le monde vous écoute et vous juge, vous êtes jugé par tout le monde tout le temps. Alors, il y a ce professionnalisme qui veut que l'on recoupe et que l'on soit rigoureux. Il y a cet équilibre nécessaire, et l'équilibre n'existe pas toujours. Dans le cas de
de certains dossiers juridiques, c'est pas la peine. Je pense que le traitement que j'ai écouté n'était pas toujours équilibré. Et j'ai reçu dans mon bureau de député à l'Assemblée nationale un groupe de journalistes qui faisaient le lobby pour que le code de la presse passe. C'est bien, il y a des aspects sur lesquels je ne suis pas d'accord. Comme la déprisonnalisation, par exemple, à l'époque. Voilà, à l'époque, mes collègues députés dont me disaient, on ne parle plus maintenant, c'est réglé. Parce que c'est réglé, on ne votera pas. Je dis, il faut permettre aux journalistes de faire des investigations autant que possible et non pas qu'il y ait la menace de la prison et cela peut inhiber et je pensais qu'il fallait ouvrir le plus possible. Évidemment, mes collègues députés n'étaient pas d'accord. Le journalisme, c'est aussi l'économie des médias, Ibrahima Sané. Il y a des organes, des entreprises qui ferment aujourd'hui, d'autres qui rencontrent de grandes difficultés. Et même celles qui résistent encore, voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a ce n'est pas toujours évident. Il y a une institution en Angleterre où j'ai un peu grandi, à Londres, qui est le Guardian. Et le Guardian, c'était l'un des, avec le Times et l'Observateur, The Observer, qui étaient les institutions de la presse écrite. C'était des gens puissants. Mais il y a des années que le Guardian a fermé. Et il a fermé et il ne maintient que son site web. Il ne fonctionne que par son site web. Et j'ai dit aux médias, il faut vous adapter parce qu'il y aura des choses. Pourquoi vais-je acheter quand je peux lire gratuitement sur le site? Voilà. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. C'est la seule difficulté. Les entreprises de presse. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi d'aller vers un financement des entreprises de presse? Bien sûr, en l'organisant. L'existence de la presse est indispensable. Combien de personnes mais quand même, combien de personnes liront la presse écrite dans 10 ans? Combien de personnes? Si vous allez mettre les fonds publics pour cela, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il ne faut pas les aider à s'adapter plus tôt? Oui, avec des fonds publics, mais pour que ce soit utile. J'ai deux petites questions, mais on va y aller très rapidement. La déclaration de Donald Trump sur les pays africains qualifiés de que je ne voilà. Mais je pense que en quelques secondes. Je pense que la réaction publique et générale partout a été appropriée. Et je pense que Donald Trump est en train de discréditer les États-Unis. Mais j'aurais aimé que quand on a vendu des Africains, que aussi les États réagissent. On n'a pas senti cela. J'ai trouvé à la hauteur des réactions suscitées par les déclarations de Trump. On a vendu comme du vulgaire bétail des Africains en Libye. On les a torturés. Les images étaient insoutenables. Vous avez vu certaines images. Et c'était pas acceptable. Dernière chose, Sow Adam, qui a fait un commentaire sur ma page Facebook, et je lui avais promis que je reprendrais sa question, même si peut-être dans sa tête que c'était pas très évident que je le fasse. Il dit, mais vous, en nous indexant tous les deux, pourquoi vous n'évoquez pas l'interdiction faite aux francs-maçons de tenir leur congrès à Dakar? Ça vous fait peur? Voilà, c'est sa question. Bon, je pense que nous sommes dans une société qu'il faut respecter la pudeur. Il y a bien des lois sur l'attentat à la pudeur. Il y a des choses qu'il faut respecter dans un pays. Il y a des choses profondes sur les croyances. Si vous les respectez pas, évidemment, vous allez dans des difficultés. Je pense que c'est le respect qu'on doit à la population sénégalaise, de voir quelle est la majorité, quel est le sentiment général. Pour vous, c'est une bonne chose que ce congrès, finalement, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement tolérant. Mais qui respecte les croyances. Les croyances, c'est ce qu'il y a de fondamental, c'est ce qui fait l'équilibre d'une personne. Merci. Il faut respecter les croyances. Merci Ibrahima Sané, homme politique, militant du RSD-TDS, dirigé par M. Robert Sagna. Vous êtes journaliste, vous avez également siégé à l'Assemblée nationale lors de la législature passée. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibrakan, Alioune Diassé à la technique, digital manager Maguette Koulibaly. Dans un instant, le journal de midi. Abdoulaye Diop vient de prendre le relais à la technique. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.